Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais laisser la place à Pascal, évidemment, mais je vais quand même introduire un peu notre présentateur. Donc, Pascal Salière, qui est actuellement directeur de recherche au CEA Saclay, au laboratoire LIDIL, et qui dirige le groupe Attoseconde et la plateforme Attolab sur les mêmes sujets. Alors, Pascal, il se trouve qu'on se connaît, si je puis dire, on s'est croisés dans ma vie antérieure, quand j'étais parmi vous, du côté académique. Moi, je faisais les lasers et lui, il essayait de faire des choses avec nos lasers quand il voulait bien marcher. Alors, j'ai un retard sur lui, net, puisque moi, j'ai fait toute ma carrière en femtoseconde et il est 1000 fois plus rapide que moi. Donc, ma foi, je rattraperai jamais ça. Et donc, Pascal est un ingénieur de l'ESPCI. Il a fait derrière un DEA, étonnamment, avec un stage sous la direction de Ariel Levenson, que vous connaissez sûrement, qui est quelque part parmi nous. Comme quoi, passer par Ariel peut vous amener très loin. Et donc, derrière ça, il a fait une thèse sous la direction de quelqu'un d'illustre qui est Anne Nuyer, sur les domaines de... Alors, ce n'était pas encore les attosecondes, je crois que c'était en fait, à l'époque encore, la génération d'harmoniques d'ordre élevé, et en particulier les problèmes de cohérence, les propriétés de cohérence, dont il va nous parler après, dans ces harmoniques, qui ont donné lieu, évidemment, quand les rayonnements sont cohérents, on peut essayer d'en faire des impulsions brèves, donc qui ont sans doute pavé la voie vers les attosecondes. Alors, il a participé à tout ce début de cette aventure qui a culminé avec le récent prix Nobel, avec donc Pierre Argostini et Anne Nuyer, qui étaient tous les deux au CEA Saclay. Alors, tous les deux sont partis pour d'autres pays. Pascal est toujours là, c'est toujours lui qui dirige les affaires au CEA. Alors, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, il y a un excellent article qu'il a co-signé dans Photonics 122, que j'ai relu ce matin. Effectivement, on apprend plein de choses, à la fois sur l'histoire, sur la science, sur toute cette belle aventure. Donc, je vais le laisser présenter cette conférence sur... Alors, vous avez le titre là, hein, l'optique attoseconde à exploration du monde subatomique. Je vais y arriver. Et donc, c'est la beauté de la chose, c'est qu'après avoir démontré vraiment que les impulsions attosecondes existaient, maintenant, on sait les utiliser. Et ça, c'est le début, sans doute, d'une voie de recherche absolument extraordinaire. Donc, bienvenue à Pascal Saliers, et merci pour cette présentation. Merci François pour l'introduction et puis bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être ici dans cette belle ville de Rouen et de donner cette conférence d'ouverture du congrès de la Société française d'optique. Et je voudrais pour cela remercier le comité de programme, le comité d'organisation, Amar, Patrice, Ariel, Florence, pour cette invitation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'optique attoseconde et des possibilités qu'elle a ouvertes pour l'exploration du monde subatomique. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les outils de lumière attoseconde qui ont été développés et qui ont permis d'accéder à cette dynamique ultra rapide au cœur de la matière. Et c'est ce qui a motivé le prix Nobel de physique 2023. Dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter notre plateforme laser à Paris-Saclay qui s'appelle Attolab et ses principales thématiques de recherche. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une application marquante de la spectroscopie attoseconde qui a été l'étude en temps réel du processus quantique de la photoémission. Alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler que lorsqu'on a voulu accéder à des échelles de temps de plus en plus brèves, il a fallu développer de nouvelles technologies. Et c'est ainsi qu'à partir des années 80, l'apparition des lasers femtosecondes a permis le développement de la femtochimie, parce que la femtoseconde, c'est l'échelle de temps caractéristique des mouvements des atomes dans les molécules, donc des vibrations moléculaires. Alors si maintenant on veut étudier les électrons au cœur des atomes et des molécules, il faut descendre à l'échelle attoseconde. Et un ordre de grandeur est donné par la période de l'électron sur la première orbite de Bohr, qui est de 150 attosecondes. Et si vous divisez par 2π, cela donne l'unité atomique de temps, 24 attosecondes. Alors,
Évidemment, il n'y a pas de dynamique dans cet état-là, que l'on sait stationnaire. Ce que nous sommes intéressés, c'est une superposition cohérente d'états stationnaires, en d'autres termes, un paquet d'ondes cohérent. Donc notre but, c'est effectivement d'observer et de contrôler ces dynamiques électroniques ou nucléaires localisées à l'échelle spatiale angstrom et à l'échelle temporelle attoseconde. Et ça, en fait, c'est un concept qui est unificateur, que l'on retrouve dans de nombreuses branches de la science. Par exemple, dans les molécules, si l'on arrache un électron brusquement, on produit un trou, et ce trou peut migrer d'un bord à l'autre de la molécule en quelques centaines d'attosecondes. Et ceci donne des possibilités intéressantes de contrôle de la réactivité chimique, et ça motive déjà le développement d'un domaine que l'on appelle l'attochimie. Dans les solides, en utilisant des impulsions laser ultra brèves et ultra intenses, on peut transférer de la population très rapidement dans la bande de conduction, et ainsi on peut fermer ou ouvrir un circuit électrique à l'échelle attoseconde, ce qui évidemment a un intérêt pour l'optoélectronique ultra rapide. Enfin, on peut créer des paquets ou des faisceaux ultra rapides de particules, électrons, protons, qui pourraient être utilisés plus tard pour de la protonthérapie flash, par exemple. La question, c'est comment produire et contrôler ces phénomènes. Donc, on a besoin de flashs de lumière attosecondes. Est-ce qu'on est capable de les produire avec les lasers actuels? Voici l'évolution de la durée des impulsions laser depuis Neyman, en 1960. Et on voit qu'effectivement, on a gagné plus de 10 ordres de grandeur. Mais depuis les années 90, on voit que ça sature. Et la raison est simple, c'est qu'en fait, on s'approche de la limite du cycle optique. Pour ces lasers qui sont dans l'infrarouge, dans le visible, on a une période de rayonnement qui est de l'ordre de quelques femtosecondes. Donc on a des impulsions qui sont quasi monocycles. Donc pour descendre à l'attoseconde, il est clair qu'on a besoin de rayonnement dans l'extrême ultraviolet. Mais ce n'est pas suffisant. Et je me permets, devant une telle audience, de rappeler quelles sont les conditions nécessaires pour produire des impulsions attosecondes. La première, évidemment, c'est une grande largeur spectrale. Mais de combien? Si on veut produire des impulsions de 100 attosecondes, il nous faut une bande spectrale de 18 électronvolts. Donc il faut quelque chose qui soit très large, centré dans l'extrême ultraviolet. Évidemment, il faut aussi que toutes ces fréquences soient parfaitement synchronisées. Et ça, c'est un challenge qui est encore plus difficile. Et puis évidemment, il faut une méthode pour pouvoir mesurer ces impulsions ultra rapides. Donc vous voyez qu'il y avait ici plusieurs challenges extrêmement importants à franchir ou à résoudre. Et c'est pour cela que le prix Nobel a été décerné à Pierre Agostini, Ferenc Krauss et Anne Huillet, donc le 3 octobre 2023, pour des méthodes expérimentales de génération d'impulsions attosecondes de lumière pour l'étude des dynamiques électroniques dans la matière. Alors, comme l'a mentionné déjà François, les affiliations actuelles des 3 lauréats ne sont pas celles où ils ont effectué leurs travaux pionniers. Pierre et Anne étaient au CEA-Saclay et Ferenc Krauss était, lui, à l'Université technique de Vienne, en Autriche. Alors donc, tout a commencé en 1988 avec les expériences d'Anne Huillet qui a focalisé un laser néodymiag dans un jet de gaz d'argon à des éclairements qui étaient tout à fait importants à l'époque, de 10-13 watts par centimètre carré. Alors ça fait sourire aujourd'hui pour les jeunes qui sont ici, mais voilà l'évolution de la technologie laser. Elle a ensuite analysé le rayonnement émis sur l'axe et elle a pu mesurer ainsi un grand nombre de fréquences multiples de la fréquence laser dans des fréquences harmoniques, s'étendant jusqu'à l'harmonique 33. Alors qu'à l'époque, on n'allait pas au-delà de l'harmonique 5 ou 7. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la forme de ce spectre, qui n'est pas du tout la forme perturbative attendue, mais qui présente ce comportement avec un plateau d'efficacité à peu près constante et une brusque coupure. Au fil des années, elle a pu étendre ce spectre jusqu'à, par exemple ici, en 1993, jusqu'à l'harmonique 135 dans le néon.
Donc ce processus n'était pas du tout prévu par la théorie, et il a fallu attendre justement 1993 pour avoir un modèle qui permette de rendre compte de ce phénomène. On peut se faire une idée du processus si l'on résout de façon numérique l'équation de Schrödinger dépendant du temps. D'un atome dont la fonction d'onde est initialement localisée ici, dans l'état fondamental, interagissant avec ce laser ultra bref. Alors qu'est-ce qu'on observe? Chaque fois que le champ laser atteint un maximum, il arrache une partie de la fonction d'onde qui est ensuite accélérée et qui revient collisionner et produit toutes ces franges d'interférence. Donc en fait, le processus qui a été proposé en 1993, c'est un modèle en 3 étapes, donc proposé à la fois par Ken Sheffer et Kullander aux États-Unis et Corcu au Canada. La première étape, c'est lorsque le champ est maximum, une ionisation tunnel qui crée un paquet d'ondes électroniques dans le continuum. La deuxième étape, c'est l'accélération de ce paquet d'électrons dans le champ laser, qui d'abord l'attire loin de l'atome, du cœur atomique, ionique, puis quand le champ laser s'inverse, ramène l'électron vers le cœur, avec une possibilité de recollision et recombinaison sur l'état fondamental avec émission d'un flash ultra bref de photons. L'énergie de ces photons, on peut facilement la calculer dans ce modèle semi-classique. Elle est donnée par IP, l'énergie d'ionisation, plus l'énergie cinétique que l'électron a gagnée dans l'accélération avec le champ. On peut montrer que cette énergie cinétique maximum, elle est proportionnelle à l'intensité laser et au carré de la longueur d'onde. Donc, ce processus se reproduit en fait toutes les demi-périodes. Chaque fois que le champ laser est suffisamment intense pour produire cet effet tunnel, c'est-à-dire arracher une partie de la fonction d'onde électronique. Donc, on s'attend à ce qu'on ait en fait un train d'impulsion attoseconde, une à chaque demi-période. Et ce train cohérent, la périodicité de ce train impose que dans le domaine spectral, on ait seulement les fréquences harmoniques de la fréquence laser. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que du fait de la centrosymétrie de l'interaction, on ne produit que les ordres impairs. Tous les ordres pairs sont interdits. Une autre chose, c'est qu'évidemment, c'est que la phase ici se comporte relativement bien si on a des impulsions qui sont effectivement très brèves. Et ça, c'est une question qui s'est posée presque dès l'origine. Les gens se sont dit, on a une telle largeur spectrale que temporellement, ça doit donner des impulsions attosecondes. Mais il n'y avait aucune technique assez rapide pour pouvoir mesurer ces impulsions. Et il a fallu attendre 2000 ans pour que les premières démonstrations, les premières mesures permettent de démontrer qu'il y avait effectivement des impulsions attosecondes. Alors, une première façon de faire, c'est d'essayer de caractériser la phase spectrale ici du rayonnement, puisque le spectre, on l'a de toute façon après un réseau. Donc la question, c'est comment arriver à faire ça? Comme d'habitude, pour mesurer une phase, il faut faire de l'interférométrie. Comment faire interférer des fréquences différentes? En général, pour caractériser des lasers dans le domaine optique, on utilise des effets non linéaires qui permettent de créer de nouvelles fréquences qui, elles, vont pouvoir interférer. Le problème, c'est que dans l'extrême ultraviolet, les susceptibilités non linéaires sont extrêmement faibles. Et en plus, le rayonnement est très peu intense. On a une efficacité de conversion qui est de l'ordre de 10-5, 10-6 par rapport au laser de génération. Donc ce n'est pas possible. Ce qu'a proposé Pierre Agostini, c'est d'utiliser la photoémission. Pourquoi? Première chose, on transfère les propriétés de phase de l'impulsion lumineuse sur le paquet d'ondes électroniques. Deuxième intérêt, il est facile d'induire des transitions multiphotoniques dans l'ionisation. Donc on a notre processus non linéaire. Et troisième chose, on peut faire interférer des paquets d'ondes électroniques et mesurer leur phase relative. Donc tout ça conduit à la technique qui s'appelle RABIT, évidemment ultra rapide, pour Reconstruction of Attosecond Beating by Interference of Two Photon Transitions. Vous allez comprendre très vite. On photoionise un gaz avec notre peigne d'harmonique. Donc on crée des paquets d'ondes électroniques correspondant à l'absorption de chacune des harmoniques. Vous vous souvenez qu'on ne produit que les harmoniques impaires. Donc il y a 2 photons laser
entre ces deux paquets d'ondes électroniques. Si maintenant on rajoute un laser, même pas intense, juste 10-11 watts par centimètre carré, on peut induire l'ionisation à 2 photons, où l'atome absorbe un photon harmonique plus un photon laser, où il peut absorber l'harmonique voisine et réémettre un photon laser. Donc vous voyez que par ces processus d'ionisation à 2 photons, on crée des répliques des paquets d'ondes électroniques initiaux qui sont centrés à la même énergie et qui vont pouvoir interférer. Donc il suffit de mesurer cette interférence-là pour accéder à la phase des impulsions harmoniques. Alors plus précisément, si on écrit l'interférence de ces 2 paquets d'ondes, de ces 2 répliques, on a ici 3 termes de phase. Le premier terme, il vient du laser. Donc on a 2 photons laser, donc on aura 2 fois la phase du laser par rapport au faisceau harmonique, c'est-à-dire que tout ici représente le délai entre l'infrarouge et l'XUV. Donc si on trace ici le spectre d'énergie des électrons en fonction du délai, on voit apparaître les bandes principales qui correspondent à l'absorption des harmoniques, et entre les deux, ces bandes latérales, ou sidebands en anglais, qui oscillent, comme vous voyez, avec une fréquence qui est le double de la fréquence laser. La phase de ces oscillations, elle va être donnée par 2 termes. Un premier terme qui est justement la différence de phase des 2 impulsions harmoniques qui viennent ioniser et produire ces paquets d'ondes électroniques. Donc c'est exactement le terme qu'il nous fallait pour accéder à la phase spectrale du rayonnement. Et c'est ça qui a donné, qui a ouvert toute la thématique de la métrologie attoseconde et qui a permis de débloquer la situation, si vous voulez, pour ouvrir vraiment le champ de la physique attoseconde. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un 3e terme que l'on appelle la phase atomique, tout simplement parce que ça correspond à la phase des dipôles de transition. Donc c'est une phase qui est intrinsèque à la cible que l'on ionise, donc qui était ici un atome, donc phase atomique. Et on verra tout à l'heure comment ça a pu ouvrir un nouveau domaine qui est la spectroscopie attoseconde. Donc cette technique, Pierre Agostini la met en œuvre pour la génération d'harmoniques dans de l'argon, les harmoniques 11 à 19, pour lesquelles il caractérise l'évolution des bandes latérales 12 à 18 en fonction du retard entre l'XUV et l'infrarouge. Et vous voyez que les oscillations qu'il obtient, elles sont quasiment toutes en phase. Ce qui veut dire que le délai de groupe est constant et que donc notre impulsion, elle est quasi limitée par la limite de Fourier. Donc on a des impulsions qui durent 250 attosecondes. Alors ça, c'était un résultat extraordinaire qui a ouvert beaucoup d'espoir parce qu'on s'est dit, si au lieu de prendre juste 5 harmoniques, on prend toutes les harmoniques qu'on sait produire, à l'époque c'était 300, eh bien on aura des impulsions qui seront de seulement quelques attosecondes. Espoir douché seulement 2 ans après, quand nous reprenons cette expérience avec Pierre Agostini à Saclay, sur une plus grande bande spectrale. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en fait, si on suit parfaitement les oscillations des sidebands, on se rend compte qu'on a une désynchronisation linéaire de ce délai de groupe, ce qui veut dire une phase spectrale quadratique. Donc, l'émission harmonique présente un chirp, une dérive de fréquence, intrinsèque au processus de génération. Et en fait, elle est liée à la dispersion des trajectoires électroniques qui viennent recollisionner et produire les différentes énergies harmoniques. Alors ça, on l'a mis en évidence en 2003, et c'est toujours, 20 ans après, la limite, ce qui limite la durée minimale des impulsions attosecondes. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé de trains d'impulsions attosecondes. Comment peut-on générer des impulsions attosecondes isolées ? La méthode la plus simple qui vient à l'esprit, c'est de se dire on va comprimer l'impulsion laser initiale à un seul cycle optique. Comme ça, on va confiner l'émission des harmoniques élevées à la demi-période centrale. On perd la périodicité de l'émission et du coup, le spectre correspondant va être blanc, va être continu. Alors là, ça semble simple comme ça, mais en fait, là, on a fait une hypothèse, c'est qu'on a supposé que le champ laser était au maximum de l'enveloppe.
c'est ce qu'on appelle une impulsion cosinus. Mais si le champ laser est nul au maximum de l'enveloppe, l'impulsion sinus, eh bien, on a, vous voyez, deux maxima symétriques qui vont produire deux flashs attosecondes. Et du coup, dans le spectre, on retrouve la périodicité harmonique. Donc il faut, si on veut produire des impulsions attosecondes isolées reproductibles, il nous faut non seulement comprimer à une impulsion quasi monocycle, mais en plus il faut contrôler la phase de la porteuse par rapport à l'enveloppe, ce qu'on appelle la Carrier Envelope Phase, la CEP. Eh bien, c'est Ferenc Krauss qui a été le premier à pouvoir remplir toutes ces conditions et à mesurer des impulsions attosecondes isolées avec une technique que je n'ai pas le temps de détailler qui s'appelle attosecond streaking et qui lui permettra d'abord en 2001 de mesurer des impulsions de 650 attosecondes, puis en 2004 de 250 attosecondes. D'autres laboratoires vont continuer à travailler sur ce processus et vont encore réduire la durée d'impulsion. Et on arrive actuellement à un record qui est de l'ordre de quelques dizaines d'attosecondes, 40 attosecondes en l'occurrence. Vous voyez ici, à la fois là et ici. Et pour des spectres qui sont entre 100 et 200 électronvolts. Mais ce n'est pas l'énergie maximum des photons que l'on peut produire avec ce processus. En fait, le record d'énergie de photons, c'est 1,6 kV, qui a été produit en utilisant un laser de 3,9 microns, donc centré dans le moyen infrarouge. Vous vous souvenez tout à l'heure la dépendance de l'énergie cinétique de l'électron qui était en carré de la longueur d'onde du laser. Donc là, en utilisant ce laser dans le moyen infrarouge, on a un boost de l'extension du plateau. C'est un résultat qui a été obtenu en Autriche dans le groupe d'Andrius Waltuska en collaboration avec le groupe de Captain Murnane du Colorado. Alors vous remarquez ici que la largeur du spectre fait plus de 700 électronvolts, ce qui, en transformé de Fourier, correspond à une durée de seulement 2 attosecondes. Mais on est loin de pouvoir compenser l'attode sharp dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne peut être compensé que sur des bandes de l'ordre de 100 électronvolts à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'on est loin d'avoir épuisé le potentiel de ce processus pour réduire la durée d'impulsion. Et probablement que l'on arrivera à franchir cette barrière et à peut-être atteindre, casser la barrière, entre guillemets, attoseconde pour descendre à la zeptoseconde. L'avenir le dira. Alors, ces impulsions bien générées, bien caractérisées, elles ont évidemment tout de suite été utilisées dans différents domaines, d'abord de la physique, puis ont débordé vers la chimie, la biologie, la physique du solide, et ça a mené à une explosion des applications qui ont motivé la construction de très grandes infrastructures de recherche. Par exemple ici, l'infrastructure européenne ELI à Szeged en Hongrie, ou ici Nexus dans l'Ohio aux États-Unis, toutes deux qui sont basées sur la génération d'harmoniques. Mais on peut noter aussi que des grandes infrastructures telles que les lasers à électrons libres dans le domaine X, comme LCLS, maintenant sont capables de descendre à l'échelle attoseconde, donc de produire des flashs de rayons X attosecondes, sauf que là, ils peuvent les produire jusque dans les X durs, et avec des nombres de photons ou des énergies par impulsion qui sont de plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on peut faire avec les rayonnements laser. Bon, évidemment, il vous faut un tunnel de 3 km de long. On n'a rien sans rien. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie. Je voudrais maintenant vous parler de ce qui se passe en France. Donc en France, on a 4 laboratoires principalement impliqués dans la physique attoseconde. Il y a le CELIA à Bordeaux, l'ILM à Lyon, le LOA à Palaiseau et donc le LIDIL à Saclay. Et je vais vous parler donc de notre installation qui s'appelle Attolab. Alors c'est une installation qui a été initiée par un équipement d'excellence et qui est une plateforme d'accueil pour les utilisateurs nationaux dans le cadre du PEPR Luma et européens ou même internationaux dans le cadre de Laser Lab Europe.
Alors, on a une salle laser et puis 4 lignes de lumière attoseconde que je vais rapidement passer en revue. Alors, les lasers. La technologie reine, pour notre domaine, ça a été le titane saphir. Pendant 30 ans, donc en fait 92, l'année où j'ai commencé ma thèse, on était parti avec Anne faire des expériences à Lund en Suède, où venait d'être livré le premier laser commercial terawatt titane saphir. Au Aloha, à l'époque, il y avait déjà un laser titane saphir terawatt qui avait été développé en interne et qui était une belle machine et qui a donné d'ailleurs les premières expériences de Pierre Agostini qui ont été faites sur place. Pourquoi ce titane saphir? Parce qu'évidemment, il permet de produire des impulsions les plus brèves possibles à l'échelle femto. Cette situation est peut-être en train de changer parce qu'une nouvelle technologie, la technologie Ytterbium, arrive avec des impulsions certes plus longues, 300 femto, mais qui peuvent maintenant être post-comprimées avec une très bonne efficacité, avec des technologies de cellules multipassages, qui ont récemment été développées, notamment à l'Institut d'optique. Alors, quel est l'intérêt de ces lasers? Un, ce sont des lasers industriels, donc ils ont une fiabilité, ils tournent 24/7, comme disent les Américains, une stabilité qui sont tout à fait incomparables. Deuxièmement, ils peuvent atteindre des puissances moyennes qui sont facteurs 10 à 50 fois plus élevés que le titane saphir. Alors, parlons maintenant des beamlines. Une première est dédiée aux études de photoémission en phase solide. Et vous voyez, donc, elle est basée sur un ARPES, Angularly Resolved Photoelectron Spectrometer, où on mesure les électrons, l'énergie des électrons, leur direction d'éjection et également leur spin, de façon à pouvoir reconstruire la structure de bande résolue en spin en fonction du temps. Donc récemment, des matériaux 2D tels que des Transition Metal Dichalcogenides ont été étudiés de façon approfondie. Une autre façon d'étudier ces dynamiques de spin, c'est d'utiliser l'absorption transitoire ou la réflexion transitoire. C'est ce que fait notre collègue Romain Génaud sur la ligne spin-field, où il cherche à contrôler les courants de spin dans les solides, notamment en essayant d'induire un couplage cohérent, direct, entre le champ laser et l'onde de spin. Et ceci permettrait évidemment d'accélérer les dynamiques de magnétisation de plusieurs ordres de grandeur. Alors, pour ces études de magnétisation, évidemment, il est favorable de contrôler le moment angulaire de notre rayonnement XUV. On peut contrôler le moment angulaire de spin, c'est-à-dire la polarisation, circulaire droite ou gauche, et étudier le dichroïsme circulaire magnétique, ou XMCD. Mais on peut aussi faire cela avec des moments orbital angulaires, moments angulaires orbital, comme fait notre collègue Thierry Ruchon, qui a pu démontrer qu'on pouvait effectivement transférer la quantité voulue d'OAM sur le rayonnement harmonique. Et ceci permet d'étudier le dichroïsme hélicoïdal magnétique, qui a été pour la première fois démontré tout récemment dans ces papiers. Sur la ligne SATOC, notre collègue Hugo Marou essaie de transférer les techniques ou technologies de spectroscopie attoseconde en phase liquide, notamment en utilisant des micro-jets ou des nano-jets liquides, vous voyez, qui font à peine quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur. Évidemment, l'intérêt il est énorme, puisque étudier la chimie en solution, ou même voir aller vers la biologie in vivo, sont des holy grail, comme on dit, pour de nombreux scientifiques. Enfin, sur la dernière ligne, dédiée aux études en phase gaz, nous étudions notamment les dynamiques de photoémission. Et j'en viens là à mon dernier sujet, l'étude du processus quantique de photoémission. Alors, on connaît le modèle, la théorie de l'effet photoélectrique d'Einstein, où l'absorption d'un photon mène à l'éjection quasi simultanée d'un électron.
La question qu'on se pose, c'est ce quasi instantané, c'est combien? Pendant longtemps, on a pensé que c'était immesurable. Mais en fait, les progrès de la spectroscopie attoseconde l'ont rendu mesurable. Alors, de quoi s'agit-il? Évidemment, le saut quantique de l'absorption du photon n'a pas de temps associé. Par contre, l'électron, une fois excité dans le continuum, va diffuser sur le potentiel avant d'être éjecté. Et le temps qu'il met à faire cette diffusion est une sonde très très sensible du potentiel atomique ou moléculaire. Alors, une première solution a été proposée par Wigner dans les années 50 en étudiant la diffusion d'un électron sur un ion. Donc l'électron est lancé à l'infini, il vient diffuser, puis en quelque sorte, c'était des études théoriques évidemment, mesure son instant d'arrivée au détecteur. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'en fait, du fait de cette diffusion, on a un déphasage ici entre les ondes du continuum et les ondes planes, si vous voulez, associées à la propagation libre. C'est ce qu'on appelle la phase de diffusion. Et cette phase de diffusion varie en fonction de l'énergie. Si bien que si on prend la dérivée, on a quelque chose qui est homogène à un délai de groupe. Et ce délai de groupe, en fait, représente tout à fait la différence de temps entre la détection de l'électron qui a diffusé par rapport à l'électron qui n'aurait pas diffusé dans le continuum. Donc la question, c'est comment peut-on accéder à ce temps de Wigner? Eh bien justement, si vous vous souvenez, la relation avec l'ionisation, elle est claire. Hein. C'est que, évidemment, lorsqu'on ionise, on lance le paquet d'ondes électroniques au milieu du potentiel. Donc il n'a que la moitié du potentiel à diffuser. Donc si vous voulez, le délai d'ionisation sera la moitié du délai de Wigner. Alors comment accéder à ce délai de Wigner? Eh bien en fait, si vous vous souvenez, dans la méthode Rabbit, on avait un troisième terme ici, qui était la différence des phases des dipôles de transition. Eh bien, on peut montrer que cette différence de phase incorpore directement la phase de diffusion. Et donc, on a un accès direct au délai de Wigner, au délai d'ionisation. C'est cette technique qui a permis de mesurer des délais infimes, hein, de seulement quelques attosecondes, entre l'éjection entre différents canaux d'ionisation, par exemple dans le néon entre les électrons 2s et 2p, dans l'argon entre les électrons 3s et 3p, dans les molécules, dans des nanoparticules, dans des solides, sur des surfaces, et tout récemment dans des liquides. Donc c'est une technique qui a vraiment essaimé dans toutes les directions. Un dernier intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser pour étudier des résonances. Vous savez que les résonances sont évidemment des marqueurs particulièrement significatifs des interactions internes à notre système. Et donc, on peut accéder directement à toute la variation de phase de ces dipôles de transition, et donc à toute la dynamique d'ionisation qui ne se décrit pas près d'une résonance par un simple délai de groupe. Donc, vous voyez par exemple ici une étude récente à Saclay de l'ionisation résonante à travers les états 1s3p, 1s4p de l'hélium. Donc l'harmonique 15 vient exciter ces états et un faisceau infrarouge vient photoioniser dans le continuum. Et on fait interférer cette transition 15 plus 1 avec l'ionisation non résonante à travers l'état 17, en absorption de l'harmonique 17, réémission d'un photon infrarouge. Et on peut mesurer l'amplitude et la phase complète de la transition résonante. Comme vous voyez ici, on a une variation en fonction de l'énergie avec des pics ici qui correspondent aux états résonants 1s3p, 1s4p et de façon correspondante des variations très très rapides de phase avec des sauts de phase de pi qui sont tout à fait marquants. On peut faire ça en plus en fonction de la direction d'éjection de l'électron par rapport à la polarisation du rayonnement XUV et infrarouge. Donc en fait, ici, on a une somme d'informations énorme sur le processus d'ionisation résonant. En fait, on a une caractérisation complète du processus quantique de photoémission. À partir de ça,
On peut reconstruire l'évolution temporelle tout simplement en faisant une transformée de Fourier. Par exemple, si on sélectionne cette gamme-là, qui est juste entre les deux résonances, et qu'on fait la transformée de Fourier, on peut reconstruire le film 3D de la photoémission. Oups, désolé. Donc ce que je représente, c'est l'amplitude d'ionisation dans des coordonnées polaires, et la phase est représentée par la couleur. Je vais le relancer. Donc initialement, désolé, l'éjection des électrons se fait parallèlement à la polarisation, mais lorsqu'on s'approche de zéro, en fait, on a une interférence destructive très forte qui se produit verticalement et qui comprime l'éjection des électrons dans le plan perpendiculaire à la polarisation, ce qui est tout à fait inattendu, pour revenir ensuite à l'éjection parallèle à la polarisation. Donc vous voyez qu'on a des choses encore surprenantes à découvrir sur des atomes aussi simples que l'hélium. Rapidement, je crois que j'ai épuisé mon temps, on peut généraliser ces processus d'interférence pour faire une tomographie du paquet d'ondes électroniques. C'est la méthode Mixed Frog proposée par notre collègue de l'Institut d'optique Charles Bourassin-Boucher. Et on peut de cette façon reconstruire la matrice densité du photoélectron et étudier les processus de cohérence, de décohérence et d'intrication à l'échelle attoseconde. J'en viens à la conclusion. Donc, je vous ai montré que voilà, la science attoseconde s'est beaucoup développée en 20 ans et a ouvert une nouvelle fenêtre sur ces dynamiques ultra rapides dans la matière, avec de nouveaux champs qui y sont ouverts, comme l'attochimie, l'attomagnétisme, dont les promesses restent encore à confirmer. Je vous ai présenté notre plateforme et vous ai montré qu'avec la spectroscopie attoseconde, on pouvait accéder aux dynamiques corrélées d'électrons et aux effets de décohérence. Je voudrais remercier, pour finir, les collègues du groupe LIDIL, du service LIDIL, les collègues théoriciens du groupe de Jérémy Kaya et Richard Taïeb au LCPMR, le groupe de Fernando Martin à Madrid, évidemment Charles Bourassin à l'Institut d'optique, puis donc les autres collègues ici mentionnés. Et pour cela, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup Pascal. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Tu as dit que bon, il faut encore compenser les impulsions, mais on peut arriver à 2 attos et même en dessous. Tu as parlé même. D'abord, est-ce qu'il y a une limite ultime théorique au-delà de laquelle les lois de la physique ne permettent pas de descendre? Et deuxième, qu'est-ce que tu penses de l'évolution jusqu'à en dessous de l'atto? Alors, des limites théoriques, je pense que c'est le temps de Planck, donc c'est 10-32 ou quelque chose comme ça, donc il doit correspondre à toute l'énergie de l'univers, puisque c'est le temps initial de l'expansion au moment du Big Bang. Donc je ne pense pas qu'il y ait de limites théoriques. Expérimentalement, évidemment, il y a beaucoup de limites actuellement à franchir. La compensation du Chirp-Atto, ça reste un problème parce qu'effectivement, on n'est pas capable, on n'a pas les outils pour compenser sur plusieurs centaines d'électronvolts. On peut combiner différents outils. Par exemple, combiner des filtres métalliques, des miroirs multicouches. Il y a des grands progrès sur le contrôle de la phase par réflexion sur des miroirs multicouches XUV. On peut utiliser la dispersion dans des cellules ionisées, mais ça devient très difficile d'atteindre des gammes aussi importantes. Donc, je ne sais pas quelle va être la technologie qui permettra de faire ça. Je ne sais pas si elle existe déjà. En tout cas, côté harmonique, génération d'harmonique, ça reste un vrai challenge. Côté laser électron libre, les problèmes sont différents. Sont tout à fait différents et ils ont fait énormément de progrès en quelques années. Donc, il est possible qu'eux arrivent à descendre plus bas. Alors, après, évidemment, il y a la question, qu'est-ce qu'on étudiera avec des impulsions zeptosecondes? Et là,
on arrive dans des domaines donc, autour du kiloélectronvolt, des dizaines, voire le MeV, des transitions nucléaires. Donc là, on tombe dans la physique nucléaire, où ce serait intéressant d'induire des dynamiques cohérentes de paquets d'ondes de quarks. Mais bon, ça c'est encore de la spéculation qui reste à faire. Bon, écoutez, on va remercier encore Pascal pour cet excellent exposé.